Fenêtre sur cour, Noël Lenoir. Bonjour Béatrice Brugère, vous êtes magistrate et je suis très flattée que vous ayez accepté d'être mon invitée dans le cadre de Fenêtre sur cour, une émission de 52 minutes entièrement dédiée au droit et à la justice. Et vous êtes la première femme de cette émission, donc je suis extrêmement heureuse, d'autant que vous êtes une star. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise cela, mais vous êtes à la tête du syndicat UFM-FO de la magistrature, vous allez nous en parler, mais aussi vous avez écrit un ouvrage qui est très nourri, très documenté, très étayé, et qui porte un regard, je dirais, très véridique sur la justice d'aujourd'hui, sur ses problèmes, sur ses frustrations. Et cet ouvrage s'appelle, vous n'avez pas mâché vos mots, y compris dans le titre, La colère monte pour une refondation de la justice. Donc un grand merci d'être ici parmi nous. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse d'être ici, très contente de cette interview avec vous, pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration. Ben, écoutez, il n'y a pas de quoi, mais enfin, en tous les cas, merci pour cette introduction. Alors, le jeu de l'émission, Béatrice Brugère, c'est de rappeler un petit peu la carrière de mon invité. Vous êtes magistrate, mais il est quand même intéressant de remarquer qu'au début de votre carrière, vous avez été au service de l'action internationale, européenne et internationale du ministère de la Justice, et vous avez traité de sujets tout à fait fondamentaux avant d'être procureur dans différentes juridictions. Est-ce que vous pourrez nous indiquer un petit peu quel est ce service au ministère de la Justice, et puis nous retracer un peu votre carrière et puis votre coup de cœur? Très bien. Pour la justice. Écoutez, alors j'ai un parcours assez atypique parce que moi j'ai fait des études de lettres, d'histoire, de philosophie. Je n'étais pas destinée particulièrement à faire du droit, mais je crois qu'en fait le droit rejoint tout à fait cette approche des humanités. Je suis très sensible à cette vision de la justice comme une œuvre, vous savez, au sens de Hannah Arendt, c'est-à-dire une œuvre humaine. Et peut-être le fil conducteur à la fois de mon engagement, mais parfois aussi de ma réaction, c'est de voir que justement la justice, qui est pour moi une des œuvres cardinales dans une société, perd parfois cette dimension humaine pour devenir quelque chose un peu de technique, de ce que Solzhenitsyn disait, un juridisme sans âme. Faites attention, vous, de ne pas tomber dans cette bureaucratie technique qui fait perdre de vue le sens de la justice. Et je pense que ça, c'est un peu tout le fil conducteur, y compris des postes que j'ai occupés. Alors, vous avez fait une présentation très élogieuse, elle est peut-être plus humble. J'ai commencé en fait dans le Nord, et notamment surtout aux assises. À Douai ? Oui, tout à fait. J'ai rapidement, après un poste à Boulogne-sur-Mer, j'ai occupé un poste d'avocat général en cour d'assises. Et la cour d'assises, c'est un lieu assez magique. Alors, dites-nous ce que c'est, Béatrice Brugère, l'avocat général, et comment, quel est son rôle oui, à la cour d'assises ? Vous avez raison. Alors, l'avocat général, c'est celui qui représente à la fois les intérêts de l'État, mais également qui est le porte-voix aussi parfois aussi des victimes, en tout cas qui rejoint celui des victimes, puisque c'est celui qui porte l'accusation pour des affaires criminelles, donc très graves, c'est le haut de ce que l'on juge, et qui doit faire la démonstration de la culpabilité, ou pas, s'il n'y a pas assez d'éléments, et requérir une peine. Donc c'est tout un travail de quête et d'enquête sur la justice, et il y a un côté un peu de tragédie, parce qu'on a du temps. C'est encore un lieu de justice où on a ce temps, où on peut entendre toutes les personnes. Donc c'est un lieu d'oralité, c'est une procédure orale. Et les cours d'assises, c'est intéressant, et en France, on y est très attaché, parce que c'est aussi une participation citoyenne. Vous savez qu'on a ce modèle depuis la Révolution, où les jurys, c'est même un devoir citoyen, on peut être tous tirés au sort, peuvent à un moment donné de leur vie participer à l'œuvre de justice. Et puis après, en effet, comme vous l'avez rappelé, j'ai été en fait quelque temps au service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice, donc à la chancellerie, dans un bureau qui faisait de la coopération internationale. Et là, c'était extraordinairement intéressant pour une jeune magistrate parce que c'est l'ouverture sur le monde. Et ça vous permet tout de suite à la fois
de vous comparer avec les autres pays, de voir aussi comment d'autres justices fonctionnent. Et puis, c'est aussi cette idée que le modèle français est un modèle dont on n'a pas nécessairement toujours à rougir, hein. On est toujours dans la critique, on aime se critiquer, que l'on exporte aussi dans d'autres pays. Et là, j'avais fait de la coopération avec les pays de l'Est, les pays baltes, qui sont d'ailleurs des pays très modernes, hein, qui sont allés beaucoup plus vite que nous. Beaucoup plus informatisés énormément, très jeunes, très rapides, qui sont allés très très vite, là où nous, on est resté peut-être trop lent. C'était aussi avec la Russie à l'époque, et on créait ce que le ministère de la Justice développait, ce qu'on appelle des magistrats de liaison. C'est-à-dire des magistrats qui, dans les pays étrangers, sont rattachés dans les ambassades, et on faisait comme ça de la coopération. Et enfin, j'étais en charge aussi du terrorisme, sujet à l'époque qui n'était pas aussi prégnant que maintenant, et de tous les accords qui existaient au niveau du blanchiment. Voilà. Donc c'était une expérience assez riche. Alors, Béatrice Brugère, on voit très bien dans votre ouvrage La colère qui monte et aussi dans toutes les interventions que vous avez faites sur les plateaux de télévision, à la radio, que vous connaissez, vous avez une vision très globale. D'ailleurs, comme vous l'avez souligné, vous avez fait de l'histoire, licence d'histoire, vous avez fait aussi langue et civilisation russe, qui est tout à fait exceptionnel et intéressant. Alors, la justice, pour l'opinion publique, c'est la justice pénale. Ce sont les grands procès criminels ou autres, et on va en reparler tout à l'heure. Mais je voudrais faire un petit détour vers la justice civile. Pourquoi ? Parce que cette justice civile, vous l'avez signalé, c'est les victimes qui ont été lésées et qui cherchent, que ce soit les affaires familiales ou des problèmes d'entreprise ou de succession, qui cherchent justement à faire valoir leurs droits. Et vous avez eu un rôle très proactif en matière de justice civile. J'aimerais que vous en disiez un petit mot sur notamment ce qu'on appelle la médiation. Alors, au fil de mon parcours, en effet, je suis devenue secrétaire générale d'un syndicat qui s'appelle Unité Magistrat, qui est un syndicat réformiste. Et dans le cadre de ce syndicat... Qui est presque un mot, Béatrice Brugère, incongru en France. Oui, mais que j'assume. On a à cœur de réfléchir à d'autres manières de rendre la justice et de réfléchir... Alors, ça pourrait être assez proche d'un think tank d'une certaine façon, qui n'est pas corporatiste, qui n'est pas politique et qui essaye d'objectiver et de regarder comment on peut faire autrement pour améliorer le service public de la justice. Tout à fait. Et sur le plan civil, on parlera peut-être après du pénal, sur le plan civil, j'ai eu la chance de rencontrer des grands civilistes. Moi, je ne suis pas civile, je suis pénaliste. Hein. Mais à la tête de ce syndicat, nous réfléchissons à tout les sujets. Et le civil, vous avez raison de le rappeler, est la grande oubliée. La grande oubliée d'abord de la télévision, parce que vous savez que les Français adorent tout ce qui est crime, séries policières. Comme dans tous les pays. Exact. Oh, particulièrement en France. Particulièrement en France. C'est une spécificité française. Ça a commencé dans les journaux, etc. Donc on aime le pénal, et le pénal est peut-être plus facile d'appréhension ou de compréhension. Mais le civil, vous avez raison de le rappeler, est ce qui intéresse le plus au quotidien, et c'est là où la justice se déploie le plus. Et on en parle peu. Tout le monde dans sa vie, malheureusement, parfois rencontre un juge civil, de la naissance jusqu'à la mort. C'est les juges des affaires familiales, c'est les litiges en fait qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle, les contrats, etc., la responsabilité, les divorces. Le social, évidemment. C'est également... les successions, mais c'est aussi sur une population qui vieillit parfois aussi tout ce qui est protection, les tutelles, etc. Donc, il est rare de ne pas avoir affaire à la justice civile. Et sur la justice civile, l'inquiétude qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, cette justice, elle fonctionne pas si bien. Elle a des délais qui ne cessent de s'allonger. Et finalement, le souci aussi pour un magistrat et pour un syndicat que je représente, c'est celui d'être le gardien de nos promesses. C'est-à-dire que les Français, les citoyens attendent beaucoup de la justice. Ils sont suspendus à nos décisions. Et ces décisions, parfois, arrivent très tard, trop tard, et peuvent même provoquer des effets collatéraux irréparables, je pense à la justice familiale. Donc il y a une urgence à se réformer. Ce que j'aime beaucoup, Béatrice Brugère, dans votre discours sur la justice, c'est ce qu'on appelle l'éthique conséquentielle, c'est-à-dire s'intéresser à l'impact, aux conséquences et à l'effectivité. Tout à fait. Disons pour, en gros...
celui qui a gain de cause, des décisions. Et ça, c'est peut-être une dimension qui manque. Alors, je sais que vous avez cherché des solutions, puisque vous parlez de refondation. Alors, quelles sont les solutions? Alors, sur le civil, par exemple, on a, grâce à Fabrice Vert, qui est un magistrat aujourd'hui très, très connu, qui a été nommé d'ailleurs ambassadeur par Éric Dupond-Moretti, on a essayé d'amorcer ce que j'appelle une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de rendre justice et les anglo-saxons utilisent ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement. C'est-à-dire que pour avoir une meilleure justice, où les citoyens sont mieux impliqués et où on peut avoir des décisions plus rapides, on s'est aperçu que nous, on était sur une culture de querelles, de procédures qui n'en finissaient pas, qui coûtaient très cher aussi parfois. Et dont l'issue est incertaine. Avec un aléa tout à fait juridique qui était très angoissant, de développer, et en tout cas on a vendu ça, entre guillemets, à Éric Dupond-Moretti, toute une politique de la médiation. Et cette politique de la médiation, c'est pas de la déjudiciarisation. Le juge reste là, mais il invite les parties à trouver un accord. C'est-à-dire que c'est aussi une autre vision de la justice. C'est pas tout blanc, tout noir, il y en a un qui a raison et l'autre a tout tort. C'est aussi chacun peut-être fait un effort vers l'autre pour trouver un accord, pour aller plus vite et pour avoir une forme d'équité dans un acte, si vous voulez, dans un conflit qui, au lieu de durer des années et coûter cher, pourrait être résolu. Alors, Béatrice Brugère, c'est quoi la médiation? C'est-à-dire ce mode alternatif. Vous avez motivé et mobilisé le ministre de la Justice. Je crois qu'il y a une continuité. Oui. Alors, c'est quoi la médiation? Moi, par exemple, j'ai un problème avec un salarié ou j'ai un problème familial autour de la garde des enfants. Ça marche peut-être pas, mais... Non, oui, c'est plus compliqué, oui. Ou j'ai un problème avec un locataire. Oui, alors, ça peut être avec un locataire, mais par exemple, un sujet qui parle peut-être à tout le monde aussi, c'est les successions. Vous êtes dans un conflit de succession qui est assez terrible parce que ça fait remonter souvent toutes les douleurs familiales et les non-dits. Les deux parties arrivent devant le juge et le juge va ordonner que chaque partie aille voir justement un médiateur pour déjà démêler, si vous voulez, parce que c'est très long, il y a beaucoup d'affect, vous voyez, et la justice n'a pas le temps en vrai d'écouter. C'est-à-dire, Béatrice Brugère, chacun sa vérité, et le médiateur va essayer de capter les vérités opposées. Et surtout, il va avoir ce temps d'écoute que nous, on n'a pas. Oui. Ça, c'est très important, parce que la justice, alors on dit elle est trop longue, mais en vérité, parfois, elle n'est pas assez longue, parce que on sent bien qu'il y a une frustration à ne pouvoir tout dire à son juge. Parfois, d'ailleurs, la parole est captive de son avocat qui lui dit non, mais attendez, là, c'est pas important. Mais pour les citoyens, c'est important de pouvoir parler. C'est très intéressant. C'est déjà la moitié de la résolution du conflit. Et on s'aperçoit que la parole a un effet performatif extrêmement puissant. D'ailleurs, la justice, c'est d'abord un acte de parole. C'est d'abord, alors je dis pas que c'est une parole magique, mais rappelons-nous que qu'est-ce qu'on produit? On produit de la parole. Un jugement, c'est de la parole écrite. Donc ce temps de la parole est déjà intéressant, récupéré aussi par les parties, exposé avec un médiateur qui va déjà commencer à démêler les choses. Et puis il va commencer alors c'est tout un travail, ça ne s'improvise pas. On va accoucher d'une certaine façon cette parole pour trouver un accord. Et c'est ce que j'appelle une révolution culturelle, parce que nous, on est dans la querelle, on est dans son bon droit, on va faire du dilatoire, on va accuser, on va trouver... C'est la guerre. Le procès, c'est la guerre. Exactement. C'est vrai, et ce qui est intéressant... c'est une vision différente de la justice. C'est-à-dire que ce sont les parties qui elles-mêmes vont générer une solution qui ne va pas être parfaite pour l'un ou pour l'autre, mais qui sera construite par les parties. Et alors, ce qui est intéressant, on n'a pas l'habitude. Alors, on se dit, mais non, ça ne peut pas marcher, mais ça peut marcher pour des choses très importantes. Ce n'est pas que pour des petites choses. On se trompe là-dessus. Et après, les parties, si elles arrivent à trouver cet accord avec cette intelligence et aussi le fait de lâcher des choses, vous voyez, donc il y a tout un travail presque thérapeutique à l'intérieur, le juge va ou pas, j'allais dire, consolider cette médiation, c'est-à-dire il garde quand même ce rôle parce qu'il ne faut pas qu'une partie soit lésée. Oui, il y a des personnes vulnérables qui ont pu... Voilà, et il va acter ou pas cet accord, et à ce moment-là, le dossier sera terminé. Les anglo-saxons
font ça, mais de façon massive, et ne gardent le juge que pour, j'allais dire, ce qu'il y a de plus grave ou de très technique sur le plan juridique, parce qu'il y a aussi des choses très techniques qui ne peuvent pas faire l'objet nécessairement de médiation. Il y a un contrôle juridictionnel de la validité de la médiation et de la solution apportée par les parties, Béatrice Brugère, qui est une certaine sécurité pour une des parties qui a pu se laisser un tout petit peu dominer par l'autre. Oui, parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, de l'encombrement de la justice, j'aime pas ce mot, c'est de dire, et souvent les ministres nous le disent, bon, on va déjudiciariser. Comme on ne peut pas faire, on ne fait plus. Mais en fait, la justice, on peut pas se permettre. C'est un service public absolument majeur. Les citoyens aiment leurs juges. Pour ça, ils veulent voir les juges. Ils veulent avoir cet accès aux juges et ils ne veulent pas qu'on déjudiciarise. Alors, peut-être qu'après, on judiciarise trop de choses, parce qu'il y a toute une question philosophique. Jusqu'où le juge doit aller? Est-ce qu'il doit aller jusque dans l'intimité, etc. Il y a toute une réflexion philosophique d'une société, du périmètre d'activité du juge. Mais en tout cas, la médiation nous semblait quelque chose d'important, parce que ça marche. Parce que ça marche, c'est pas une lubie. C'est pérenne, c'est beaucoup plus. Et d'autres pays, alors par exemple sur l'écologie, sur les droits de vigilance, on peut faire des médiations aussi. On peut faire des médiations sur des choses extrêmement importantes. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Bon, c'est un outil de plus, on va dire. J'ai une expérience de maire sur les déchets sauvages. Oui. Le procureur du Val d'Oise venait dans ma commune pour négocier une dispense de poursuite si la personne remédiait aux déchets et à la pollution qu'elle avait créée. Et donc je trouve que c'est effectivement une approche qui est celle du compromis. Et Béatrice Brugère, vous êtes bien placée pour savoir que la culture française n'est pas portée aux concessions et aux compromis, puisque vous représentez, disons, une ligne syndicale qui justement essaye d'être constructive au lieu d'être dans la confrontation. Alors, vive la médiation. Et je dirais maintenant, on va venir à ce qui touche et ce qui suscite beaucoup d'émotions à travers les grands procès que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est la justice pénale. Alors la justice pénale, comme cela ressort des déclarations récentes du nouveau garde des Sceaux, M. Darmanin, il y a un problème d'effectivité de la peine et des petites peines. Alors, il y a plusieurs sujets, Béatrice Brugère. J'aimerais évoquer avec vous, avant ce problème de l'exécution des peines, celui du prononcé et des poursuites. Et dans votre ouvrage, vous indiquez que quand des victimes ou qui se sentent victimes déposent plainte auprès du procureur que vous êtes, eh bien, quelquefois, ça se perd dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sujet, Béatrice Brugère ? Oui, alors en fait, on est, j'espère, sur la sortie d'une forme d'aveuglement sur la question de la sécurité et de la criminalité en France. Il faut quand même déjà voir que l'on vient de loin. On a du mal en France, et je ne sais pas pourquoi, à objectiver. On n'a pas la culture de l'évaluation, vous savez. Et le ministère de la Justice en est très loin. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est même des rapports du Sénat. On a du mal déjà à avoir une visibilité sur la question criminelle, la sécurité. Vous savez, il y a tout le temps des débats. Mais non, il n'y a pas plus d'infractions, mais s'il y en a plus, enfin voilà. Bon, on manque d'une visibilité à la fois statistique et d'une analyse criminelle de haut niveau. Et encore une fois, les anglo-saxons, eux, n'ont pas ce tabou-là. Donc déjà, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est compliqué d'agir sur le réel. C'est vrai. Donc, je crois qu'il y a déjà un problème d'aveuglement et de méthodologie sur lequel nous, on incite à aller vraiment de l'avant, c'est-à-dire n'avoir pas peur du réel et de dire et d'analyser le réel. Et ça, c'est très important parce que si vous n'analysez pas le réel, la réponse que vous allez avoir ne sera pas la bonne. Sur la question de l'insécurité, on a eu des discours très ambivalents et dans la culture française, très frontaux en fait. C'est-à-dire que vous avez le camp du bien, le camp du mal, donc évidemment les laxistes, les répressifs, etc. La vérité est plus complexe, vous le savez, et ce qui moi m'intéressait, c'est pas de faire de la politique, c'est de regarder la vérité. Et cette vérité, c'est que
la criminalité augmente. Elle change de nature Et d'ailleurs. elle est de plus en plus violente, Elle est de Béatrice plus en Brugère. plus violente, exactement. On a une violence et elle est de plus en plus jeune dans cette violence qui se caractérise de diverses manières. Même à l'école, ce qui est quand même Et absolument on a incroyable. face à cela une justice qui, à mon avis, n'a pas pris en compte ces changements et ces mutations criminelles de très haut niveau et ces attentes des citoyens qui sont consécutives à ces mutations. Et donc le discours ambiant était de dire non mais c'est un sentiment, vous ne comprenez Lionel Jospin, rien. Béatrice Brugère a été célèbre pour avoir parlé du sentiment d'insécurité. Oui. Évidemment, lorsqu'il était membre du Conseil constitutionnel, il avait toujours son officier de sécurité avec lui, et non seulement son chauffeur, donc il pouvait parler de sentiment d'insécurité parce qu'il ne vit pas Oui. dans ces quartiers. Mais on avait aussi d'autres figures intéressantes comme Chevènement, Pierre Chevènement, qui lui a été moins dans le déni et Absolument. avait déjà parlé de cette jeunesse De l'ensauvagement. de l'ensauvagement qui à l'époque finalement n'avait pas Avait heurté beaucoup tout la à fait. bien-pensance. Tout à fait, exactement. Donc on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup là-dessus, ce qui est dommage, parce que on politise le débat à tort, à mon avis, car la justice ne doit pas, et c'est un intérêt général, ne doit pas être politisée de cette manière-là. Peut-être dans la réponse, on peut avoir d'autres visions, mais pas dans l'analyse objective. Donc ça, on a cette problématique. Et comme la justice ne s'adapte pas à cette réalité, elle fait beaucoup de lois sans la prendre en compte, qui ratent leur objectif. Et ce que j'ai essayé de décrire dans cet ouvrage, c'est surtout tout un système de saturation et d'embolie qui, en fait par conséquence une forme de dissimulation de la réalité parce que la justice n'arrive pas à traiter tout ça. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'effectivement, il est très étayé. Vous évoquez des rapports, des statistiques, etc. Mais il y a un aspect, et ça c'est un peu technique, mais ce serait intéressant d'avoir, Béatrice Brugère, votre point de vue, qui est que le procureur est celui qui reçoit Tout à fait. toutes les plaintes ab initio. Et il a la possibilité de ne pas poursuivre. Ça s'appelle l'opportunité des poursuites versus ce qu'on appelle la légalité des poursuites. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce dont il s'agit, Béatrice Brugère, et si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, excusez-moi, parce que j'étais un peu longue sur la question d'avant, mais juste pour répondre à celle-ci, pour bien comprendre tout le cheminement. En fait, vous avez déjà à peine une personne sur deux qui dépose plainte. Donc déjà, vous avez un chiffre noir sur l'insécurité. Quand on dépose plainte, vous avez déjà, ça soit le commissariat de police, soit la gendarmerie, vous avez un rapport très récent qui date de l'année dernière, qui est un peu confidentiel, qui est fait par les inspections, qui démontre qu'aujourd'hui, vous avez près de 3 millions de procédures, je ne sais pas si vous imaginez, 3 millions de procédures qui ne sont pas traitées. Ah bon? Ça, c'est pas encore arrivé chez nous. Ça, c'est déjà gendarmerie, police. C'est ce qu'on appelle les mains courantes, c'est-à-dire Béatrice Brugère, de plaintes réelles au parquet. Non, dans les commissariats. Dans les commissariats, de véritables plaintes, pas seulement. Voilà. Donc quand une victime va faire une démarche, voilà. Donc ça, pourquoi? Parce que déjà à ce niveau-là, il y a une saturation. Les forces de police aujourd'hui ne peuvent pas tout faire. Donc la problématique, elle est déjà en amont, si vous voulez. Et puis après, donc il faut faire des enquêtes parce que nous, avant qu'on fasse quelque chose, il faut quand même on travaille avec la police et la gendarmerie. Et donc là, il y a déjà une déperdition et en tout cas, il y a déjà un problème très important de procédure. Alors parfois qu'on laisse prescrire, qu'on prescrit. Donc vous voyez déjà, il y a une injustice. Ça veut dire on laisse passer le temps et donc la plainte tombe. Exactement. Donc là, il y a déjà une injustice d'égalité des citoyens. Pourquoi dans cette plainte, et c'est ce qui est expliqué dans ce sentiment d'injustice. Il n'y a pas de rationnel, Béatrice Brugère, dans le fait qu'on choisit de poursuivre dans un cas pas dans un autre cas. Alors on essaye de faire les choses les plus graves, les plus urgentes, mais en fait, on a une saturation de la chaîne pénale. Bien sûr, 3 millions, c'est considérable. Après, ça arrive dans les parquets. Les parquets, c'est-à-dire les magistrats du parquet, procureurs, substituts du procureur, etc., qui dirigent l'enquête et qui, selon ce que vous avez nommé, choisissent l'orientation. Et c'est ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Tous les pays n'ont pas cette capacité de le faire. Par exemple, l'Italie, qui est un pays voisin, a changé ce système et estime que les magistrats doivent
poursuivre, c'est ce qu'on appelle le système de légalité des poursuites. Nous, on a une opportunité. Donc là, vous avez un choix. Et ça, c'est aussi ressenti comme un aléa. Alors, quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait instaurer la légalité des poursuites, c'est-à-dire obliger de poursuivre dans 100% des cas, mais à ce moment-là, il faut outiller la justice autrement? C'est impossible aujourd'hui. En fait, c'est impossible, on n'en a pas les moyens. Mais peut-être que sur certains secteurs, il faudrait avoir une forme de légalité des poursuites. Certaines infractions, pardon. Il faudrait peut-être, en effet, sur les infractions qu'on détermine comme les plus graves, réfléchir à peut-être avoir une forme de légalité des poursuites. Après, nous avons un taux de réponse pénale très très haut. Si vous demandez à un ministre, il va vous dire, mais nous, on a un taux de réponse de 91%, qui est énorme. Alors, quelle est Béatrice Brugère, la réponse pénale, c'est quoi? Ça veut dire... La réalité, c'est qu'en fait, dans le taux de réponse pénale, c'est ce que les gens ne comprennent pas, vous avez des alternatives aux poursuites. Voilà, c'est-à-dire des classements sous condition, alors ça peut être... Alors, sous condition de travail d'intérêt général, par exemple? Non. Ça, c'est encore autre chose. Mais de réparation, vous avez des délégués du procureur, vous avez des choses qui ne sont pas inintéressantes d'ailleurs. Et vous avez aussi ce qu'on appelait des classements sans suite, qui ne s'appellent plus comme ça aujourd'hui, mais qui reviennent à peu près à la même chose, qui sont des classements probatoires, qui font que... Il y a aussi des rappels au règlement ou des rappels à l'ordre. Et ça c'est quasiment 70% des affaires ne viennent devant une juridiction, et ça c'est les chiffres européens récents, que entre 12 et 15% des affaires. Donc c'est peu. Et ce qui explique, Béatrice Brugère, la frustration de la population qui ne correspond pas au clivage politique entre ce que vous appeliez à juste titre les laxistes et les répressifs. Oui, on est dans une forme de régulation en fait des flux. On n'est même plus dans un débat politique. Alors on dit, et on va peut-être s'interrompre, Béatrice Brugère, que les cambriolages augmentent et qu'il n'y a pas de poursuite. Et c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de poursuite, c'est qu'en fait on poursuit très peu les vols. Parce que d'abord, ça va aussi en parallèle avec la montée des assurances. Puisqu'en fait, il y a une assurance, on dépose plainte, mais nous, c'est pas les... Voilà, on se dit, bon, tiens... Donc en fait, on ne poursuit que les vols vraiment très graves, sériels, avec violence, etc. Le vol simple, d'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose de très simple. Avant, dans les années 80, on avait beaucoup de voleurs en détention. Aujourd'hui, on en a quasiment pas. On a surtout des gens qui ont commis des actes de violence, qui n'est pas tout à fait le même profil. Le vol, d'une certaine façon, est devenu une infraction beaucoup moins poursuivie, et ça peut créer une frustration, parce qu'on ne peut pas tout poursuivre, et du coup, on fait des choix dans les poursuites. Mais les vols graves sont poursuivis. Les vols avec violence sont poursuivis, évidemment. Alors, Béatrice Brugère, c'est passionnant. On découvre énormément de choses, et c'est très concret pour nos auditeurs. On va peut-être s'interrompre quelques instants pour respirer avec Diana Krall, si vous voulez bien. Et on revient tout à l'heure. Donc Théo, est-ce que Diana Krall va nous rejoindre? Béatrice Brugère, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous entendre. Et aussi d'apprendre, puisque cette émission Fenêtre sur cour se veut informative, essentiellement auprès des auditeurs, et le plus pédagogique possible, parce que, vous l'avez dit, Béatrice Brugère, les Français adorent la justice, les problèmes de justice, la justice pénale, la criminalité et les enquêtes, ça c'est naturel, mais on connaît très très peu notre système judiciaire, et je vous remercie vraiment énormément d'apporter tellement de lumière sur un secteur d'activité et un pouvoir finalement, même si la Constitution française parle d'autorité judiciaire, c'est quand même un véritable pouvoir qui est trop méconnu. Alors on parlait tout à l'heure de cette frustration, Béatrice Brugère, qu'ont les citoyens, parce qu'ils ont le sentiment que quand il leur arrive des mésaventures, par exemple des cambriolages ou même des violences de rue, la justice ne fait pas son office. Alors vous aviez donné des statistiques, finalement sur les 3 millions de plaintes qui sont déposées, est-ce que vous pouvez nous dire combien prospèrent et quel est le niveau de sanction et d'effectivité de la peine? Alors, il y a plus que 3 millions de plaintes déposées. Moi, je parle de 3 millions de plaintes qui ne sont pas
presque 3 millions qui ne sont pas traités, mais il y en a beaucoup d'accord. plus. Heureusement, il y en a plein qui sont traités. On va rassurer vos auditeurs. Ça, c'est le stock. C'est le stock qui n'est pas traité pour l'instant et dont il va falloir quand même s'occuper rapidement. En fait, vous avez raison. Comme la justice a un problème de moyens et d'effectivité, alors ça fait appel à son organisation ou sa désorganisation et peut-être un choc de modernité sur la manière dont elle doit gérer ce flux qui est de plus en plus important. On s'aperçoit que moins elle le gère, plus le flux augmente. C'est-à-dire que c'est mécanique. C'est-à-dire que moins vous gérez l'insécurité, plus vous la générez en vrai Bien par sûr. votre incapacité. Donc c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'il y a une urgence à changer peut-être la manière dont fonctionne notre chaîne pénale. Ça, c'est la première chose. Et un autre sujet qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais qui est très important pour nos auditeurs, c'est qu'en fait aussi, on est très soumis à une complexité de la procédure pénale qu'il faut absolument simplifier. Absolument. C'est-à-dire que pourquoi aussi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a une désaffection de la police judiciaire, pourquoi ces procédures mettent un temps fou, c'est parce que aussi on a un système extrêmement complexe sur lequel on a du mal à trouver une action beaucoup plus efficace. Et ça c'est important hein, parce que ça a des dégâts collatéraux très forts. Béatrice Brugère, vous avez tout à fait raison, puisque on voit dans beaucoup de cas des personnes condamnées qui sortent de prison en raison des délais de procédures qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas pu être respectées. Et ça, c'est un véritable scandale. Bon, peut-être faut-il changer la loi, Béatrice Brugère, peut-être aussi faut-il changer la jurisprudence sur ce qu'on appelle les nullités de procédure, qui sont quand même une calamité de la procédure pénale française. C'est notre cheval de bataille. Nous ne cessons à chaque nouveau ministre, parce que nous en avons pas mal en ce moment, en tout cas, de leur demander immédiatement et en urgence de porter une réforme sur la question des nullités qui peuvent en effet faire tomber les procédures. Mais la question est beaucoup plus large d'ailleurs que les nullités. C'est aussi comment sanctionner les abus, le dilatoire, comment renforcer la sécurité juridique de nos processus, notamment sur des faits graves. Les citoyens sont choqués à juste titre quand la justice est obligée, parce qu'elle n'a plus les moyens ou elle ne peut plus garder des gens extrêmement dangereux, de les libérer. Je parlais avec un président de cour d'assises de Bordeaux récemment qui me disait qu'avec l'instauration des cours criminelles, où les délais sont beaucoup plus courts, vous savez, les cours criminelles départementales, c'est pour pouvoir aussi écluser des dossiers criminels qui parfois étaient correctionnalisés, c'est-à-dire qui étaient jugés comme des délits parce qu'on n'avait pas de place. Donc vous voyez, on a un problème de place. Eh bien, on était obligé, à cause de ces délais très courts, et on était déjà sous l'eau parce qu'on manquait de moyens et de magistrats, de les relâcher. Et ça, c'est pour les citoyens, je comprends que c'est extrêmement choquant, mais ça l'est aussi pour les magistrats. C'est pas que pour les citoyens. Nous aussi, nous sommes, entre guillemets, victimes de cette incapacité à régler les choses. Donc, il faut d'urgence que le garde des Sceaux s'en empare. D'ailleurs, on lui a dit, puisqu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, et il était très réceptif à ces questions. Mais pour revenir sur la chaîne pénale, on ne juge que très peu d'affaires parce qu'on n'en a pas les moyens. Et notre taux, si on se compare au niveau européen, est particulièrement faible. Ah bon? Puis, oui, et beaucoup plus faible que la moyenne européenne, qui est le double, puisque nous ne jugeons qu'entre 12 et 15% des affaires. Ah ben c'est terrible. Alors, donc en fait, donc ça, c'est un chiffre absolument explosif. Oui, et la moyenne est de plus de 30% au niveau européen. Donc on voit bien qu'on a une faiblesse aujourd'hui, et même les magistrats diront, aujourd'hui on est quasiment plus en capacité de juger les gens qui ne sont pas détenus parce que les délais sont trop longs, et donc on priorise les détenus parce que les détenus sont dans des délais à disposition de la justice, et ils sont dans des délais très courts, donc en fait on priorise les détenus qui en général sont les faits les plus graves. Donc, alors Béatrice Brugère, juste un tout petit point, puisque malheureusement le temps avance. Je pense que les premières déclarations du garde des Sceaux, du nouveau garde des Sceaux, on a beaucoup en ce moment, c'est vrai, monsieur Gérald Darmanin, touche à cette préoccupation de l'opinion, c'est-à-dire l'exécution de ce qu'on appelle les petites peines, puisque ça génère un sentiment de forte impunité, tout à fait. Y compris locale. Quand vous voyez arriver dans une petite commune rurale quelqu'un qui a commis des exactions graves et qui finalement ne paye aucune amende et
finalement n'est pas est condamné, mais la peine n'est pas exécutée, c'est pire que s'il n'est pas du tout condamné, s'il ne passe pas en jugement. Alors, est-ce que vous trouvez crédibles les déclarations du garde des Sceaux, Béatrice Brugère, sur l'exécution des petites peines et comment ça peut se passer? Oui, alors, je la trouve d'autant plus crédible que c'est une proposition de mon syndicat. Donc, je vais rester cohérente avec moi-même. Alors, Monsieur Dupond-Moretti vous a écouté sur la médiation, Monsieur Darmanin vous écoute sur les petites peines. J'espère que ça est très encourageant. Oui, c'est très encourageant, ce qui veut dire que quand on ne fait pas de politique de militantisme et qu'on essaie de regarder les choses et de trouver des solutions, eh bien, ça peut avoir un impact et tant mieux. En tout cas, si on peut servir à ça, ça sera déjà beaucoup. Sur la question qui est majeure, cruciale, sur lesquelles les citoyens ne comprennent pas de l'exécution des peines, 3 points rapides. 1, en France, on manque de places de prison. Si on se compare au niveau européen, on manque de places de prison. Or, on subit depuis 20 ans toute une idéologie anti-prison, ça date de Foucault, mais ça a continué. Madame Taubira s'est illustrée. Exactement. Donc on est sur une idéologie anti-prison qu'on n'a pas construit, et au contraire, on estime que la prison est quelque chose de très négatif. C'est la prison égale l'école du crime, etc. Tout ce qu'on nous répète. 3, on a supprimé, et ça c'est très important, il faut que vos auditeurs le sachent, la possibilité pour les magistrats de prononcer des courtes peines. Parce que la dernière loi qui a été votée d'ailleurs par Nicole Belloubet d'application des peines nous demande d'aménager systématiquement les courtes peines quasiment jusqu'à 1 an. Ce qui fait qu'en vrai, on ne peut plus prononcer de courtes peines. Parce qu'on estime que les courtes peines ne servent à rien. Mais est-ce que cette circulaire de l'ancienne garde des Sceaux est vraiment légale, puisque alors, c'est pas une circulaire, c'était une loi, celle-là. C'était une loi, c'est une loi d'application. Et en fait, en regardant ce qui se passe dans les autres pays, notamment tous les pays nordiques, qui ont eu un peu cette politique, nous on a toujours un peu de retard, qui est celle de l'aménagement à tout prix, de ne pas incarcérer ou le plus longtemps possible. Ce qui était le cas, Béatrice Brugère, dans les pays scandinaves, notamment. Tout à fait. Eux, ils ont changé complètement leur politique pénale. Ce qui est rassurant, ça veut dire que tout peut changer. C'est que si vous changez la politique pénale, c'est-à-dire si vous inversez ce paradigme, c'est-à-dire que nous, plus on retarde l'incarcération et moins on incarcère rapidement et très court, plus les délinquants vont longtemps en prison, mais plus tard. Et donc, ils ont le temps de commettre plein d'infractions. Et ça fait déborder nos prisons parce qu'on est passé d'une moyenne de 5 mois et demi de moyenne de détention à une moyenne de 11 mois. Donc, on a un effet d'optique, on croit qu'on est plus sévère, mais en fait, c'est pas qu'on est plus sévère. Ce que vous dites, c'est que l'impunité, Béatrice Brugère, encourage la délinquance. Alors, en tout cas, elle ne la décourage pas, on va dire. Voilà. Elle augmente. Elle ne la décourage pas du tout. Et c'est une mauvaise politique pénale parce que du coup, nos prisons débordent alors qu'on incarcère de moins en moins. Et donc, elles vont continuer à déborder. Alors que les pays, c'est ce que nous avons constaté, les pays nordiques qui, eux, ont fait l'inverse, c'est-à-dire ultra courte peine de 7 à 14 jours tout de suite pour des faits très graves qui ne désocialisent pas et qui sont une sanction immédiate. Et un suivi pendant les 14 jours. Font qu'eux, ils incarcèrent 2 fois plus et que leur prison se vide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ne restent pas longtemps. Mais il y a l'effet sanction. Donc ça, c'est la crédibilité et l'autorité de la justice. Il y a l'effet dans les meilleurs des cas, préventif. Ça veut dire, attention, là, la justice vous rappelle que ce que vous avez fait est grave, et donc c'est pas un sentiment d'impunité. Et en plus, il y a l'effet non désocialisant qui fait que 7 à 14 jours, c'est pas une peine, si vous voulez, qui vous assigne définitivement. Alors, Béatrice Brugère, je trouve que votre syndicat, donc Unité Magistrat FO, a une autre particularité, en dehors d'être constructif et de proposer des réformes au lieu d'être systématiquement dans une optique un petit peu de syndicalisme révolutionnaire, comme on dit en France. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec d'autres corps. Tout à fait. De la justice, notamment les personnels pénitentiaires et les directeurs de prison, qui, et j'ai pu l'observer dans une autre existence, sont de très haute qualité. Très haute aujourd'hui qualité. Et très bien formés. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, puisqu'il y a eu des prises d'otages récemment, Béatrice Brugère, dans une prison, et je sais que le personnel pénitentiaire a aidé à la libération de ces otages par un détenu extrêmement violent. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos relations et du rôle des personnels pénitentiaires, qu'on appelle communément les gardiens de prison, et les directeurs d'établissement? Oui. Alors, on est le seul syndicat de magistrats à faire partie du Confédération
confédération où nous avons tous les métiers. Et donc, nous travaillons étroitement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, d'un côté avec les greffes et tout le personnel. Et ça, c'est formidable. Et tout le personnel pénitentiaire, les SPIP, les gardiens de prison, les directeurs de prison. Et on a une union réelle, c'est-à-dire que c'est une union intellectuelle. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble pour améliorer le système. Et c'est avec les directeurs de prison qu'on a élaboré cette proposition des ultra courtes peines en travaillant justement parce que eux, ils ont la connaissance et la compétence que nous, on n'a pas nécessairement. Parce que nous, les magistrats, on condamne. On va de temps en temps en prison. Mais eux, ils gèrent le quotidien des détentions. Ils ont cette vision très claire. Et notamment, c'est avec eux qu'on a élaboré d'autres propositions comme une police de probation, une police aussi à l'intérieur des prisons. Et cette idée très forte qui va peut-être être prise par notre ministre, on l'espère, d'avoir des établissements différenciés, c'est-à-dire des établissements avec une sécurité légère pour les choses très courtes et des établissements comme font les Italiens et les Espagnols pour le narcotrafic ou le terrorisme de très haute sécurité. Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, Monsieur Darmanin se préoccupe d'augmenter le taux d'exécution des peines et aussi de gérer la sécurité en prison. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on a une dizaine de minutes, et je le regrette vivement, mais vous reviendrez. Il y a un problème du milieu carcéral. Vous avez évoqué tout à l'heure, Béatrice Brugère, la prison école du crime, ce qui peut être vrai, parce que ça peut être aussi une école de radicalisation. Alors, il y a un problème, à mon sens, qui est celui du chômage ou de l'absence de travail en prison. Nous sommes liés par des conventions internationales qui ont été élaborées et ratifiées au lendemain de la dernière guerre mondiale qui interdisent le travail forcé. Et à cause de cela, on ne peut pas obliger un détenu à travailler. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu à réviser nos conceptions sur le travail forcé et considérer que obligé à travailler, c'est pas forcément une peine, une double peine, mais au contraire, c'est un élément de resocialisation et aussi de responsabilisation des détenus. Et de dignité. Je suis totalement d'accord avec vous, puisque, encore une fois, notre syndicat, avec les directeurs de prison, on a fait un colloque sur la prison et on a mis en avant cette idée très forte, alors que Éric Dupond-Moretti avait repris, mais en fait, qui est resté un peu lettre morte, il faut quand même dire les choses, qui est celle de réfléchir, puisqu'on était dans un plan de construction, à une autre façon de construire des prisons, beaucoup plus intelligente, beaucoup mieux adaptée, avec, pour les mineurs sans doute, un accès très fort sur l'éducation. Vous savez que c'est l'éducation nationale qui est en prison, mais c'est très important, l'éducation. Et pour les majeurs, l'apprentissage, parce que le travail, c'est aussi apprendre un nouveau métier pour ceux qui n'en ont pas. Et l'apprentissage, je l'ai vu, moi, dans une prison magnifique que j'ai visitée à Papeete, qui est une des dernières prisons qui avait été construite par Jean-Jacques Urvoas. Vous avez 2 prisons en Polynésie. L'ancienne prison horrible où ça déborde et on peut rien faire, rien d'intéressant. Et une nouvelle prison, comme quoi, quand on veut, qui est aménagée pour l'éducation et la formation. Il y avait un atelier de menuiserie et bénisterie extraordinaire où j'ai vu d'ailleurs sur place ce qu'ont fait les détenus et on est fiers, ils ont appris un métier. Et pour certains, ils sont ressortis et c'est ça la réinsertion. C'est comment faire de la prison ce temps utile et ce temps de dignité, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi une façon de pouvoir aussi payer, indemniser les victimes quand vous travaillez. Et donc la prison, elle est très archaïque. Elle est très archaïque chez nous. C'est-à-dire qu'on entasse sans discriminer et comme on manque de place, le travail en prison ne peut pas être fait de façon efficace. Or, c'est un temps qui doit être utile. Ça ne doit pas être que simplement un temps de mise à l'écart. Aujourd'hui, et c'est dramatique, la prison est devenue le lieu le plus ouvert. Vous avez des milliers de téléphones portables. Voilà, on a beaucoup parlé du fait que les grands chefs mafieux, qui sont souvent, et il y a un lien entre mafia et terrorisme islamique, bien entendu, chacun le sait, peuvent de la prison continuer leur activité criminelle. Qui devient un QG. Tout à fait. Pour justement les réseaux mafieux. Alors là, il faudrait mettre des brouilleurs et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut construire comme le système italien. Vous savez, l'Italie a changé. En fait, souvent, c'est un événement qui fait changer les politiques pénales. A changé quand il y a eu l'assassinat du juge Falcone et Borsellino. Ils ont dit, alors maintenant, on va construire des établissements extrêmement sécurisés pour ces gens qui sont dangereux. Et donc, il faut les mettre à l'isolement, mais pas à l'isolement dans des détentions classiques, à l'isolement dans des établissements construits
construit pour ça, de très haute sécurité. Avant, il y avait les quartiers de haute sécurité. Mais ils ont été supprimés. Qui ont été supprimés par idéologie. Exactement. Parce que c'était considéré, Béatrice Brugère, comme dégradant. C'est l'idéologie qui nous tue aujourd'hui. Absolument, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, moi, je trouve très intéressant que vous souligniez une dimension qui est souvent oubliée, qui est celle de la victime. C'est-à-dire de la victime qui se heurte à un mur. Et dans l'introduction de votre ouvrage « La colère monte pour une refondation de la justice », qui a eu un grand succès, à juste titre, Béatrice Brugère, vous évoquez d'emblée les émeutes récentes, à la suite de la mort du jeune Naël, qui a conduit d'ailleurs à une accusation tout à fait injustifiée du policier dont la balle était partie, mais qui n'a pas été, cette balle, dirigée vers ce jeune qui était quand même un jeune délinquant. Et vous montrez que ça a été quand même un très gros choc pour l'opinion publique. Et que pensez-vous de ce qu'avait évoqué ou suggéré Béatrice Brugère Dupond-Moretti lorsqu'il était garde des Sceaux, de la responsabilisation pénale des parents? Alors, là, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord pour ouvrir ce chantier, de réfléchir et en tout cas déjà d'utiliser les outils qu'on a, voire de les améliorer, hein, parce qu'il y a une proposition de loi, je crois, que vous évoquiez aussi. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Exactement, tout à fait, qui me semble très intéressante, c'est-à-dire comment, en effet, davantage responsabiliser les parents, y compris au pénal, quand ils délaissent, voire incitent même, parce que vous savez que dans certains quartiers, c'est même les mineurs qui font vivre leurs parents du fruit parfois dans les trafics de stupéfiants, hein, pour dire les choses très clairement, qui peuvent être en fait même acteurs de cette criminalité. Pourquoi? Parce que d'abord, les mineurs risquent pas grand-chose en France. Vous savez que quand ils ont moins de 13 ans, ils ne risquent rien au niveau pénal. Un mineur, c'est la dernière loi, hein, d'ailleurs, qui avait été votée avec Nicole Belloubet. Moins de 13 ans, c'est une irresponsabilité pénale. Et comme vous le savez, dans le métro, les pickpockets ont souvent moins de 13 ans. Exactement. Donc, en fait, la criminalité s'adapte à notre législation. Or, c'est notre législation qui devrait s'adapter à la criminalité. Donc, je pense qu'en effet, il faut réfléchir à ça. Il y a déjà une infraction de délaissement de mineurs, que tout ça, qui sont peu utilisés. Éric Dupond-Moretti, suite aux émeutes, l'a remis, entre guillemets, on s'est aperçu qu'on ne l'utilisait jamais, l'a remis. On a d'autres infractions aussi qui sont intéressantes sur les non-justifications de certains profits en lien avec le crime. Tout ça est intéressant, il faut aller là-dessus, mais surtout, et je terminerai là-dessus, il faut réadapter notre code des mineurs à la criminalité. Notre syndicat avait proposé, suite à l'affaire Naël, de faire des comparaisons immédiates pour les mineurs de 16 à 18 ans, qui a été reprise d'ailleurs par Gabriel Attal dans une proposition de loi récente, mais également de pouvoir juger beaucoup plus vite ces mineurs qui parfois à 16-17 ans sont déjà des criminels aguerris. Donc on ne peut plus les regarder comme en 1945, comme, vous voyez, le mineur c'est 0,18, hein, donc on peut passer son permis de conduire à 17 ans. Il faut s'adapter aussi à cette nouvelle violence. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à aller voir ce que écrit là-dessus un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger sur la violence des mineurs, sur lequel on ferait bien de s'intéresser en urgence parce que ce sont des générations qui sont peut-être perdues. Les viols collectifs, Béatrice Brugère, et aussi il y a une quinzaine de mineurs qui sont poursuivis par le parquet national antiterroriste. Ce qui est très impressionnant. Puisqu'on arrive au bout, on a enregistré beaucoup de propositions, mais j'aimerais peut-être, si vous revenez sur certaines d'entre elles, vous êtes garde des Sceaux, puisqu'il y a beaucoup de gardes des Sceaux en ce moment, donc vous avez vraiment réellement vos chances. Quelles sont les deux principales réformes que, immédiatement, vous souhaiteriez voir mises en œuvre? Moi, je pense que en tout cas, ce sont des réformes qui sont attendues par les citoyens aussi. Il y en a une pour les citoyens qui est celle de réhabiliter l'efficacité de la sanction. Ça ne veut pas dire être répressif, c'est simplement qu'une sanction soit, c'est Beccaria, vous savez, le philosophe des Lumières, soit lisible, rapide et efficace. Donc là, il faut déconstruire toute l'usine à gaz de l'application des peines, où on
on ne sait plus punir. Donc revenir... Surveiller et punir. Donc Oui. Michel Foucault, Voilà. qui a influencé beaucoup d'élites intellectuelles en France et qui a déconstruit et qui a généré Madame Sandrine Rousseau, dont les déclarations sont quand même extrêmement bizarres à mes yeux, Béatrice Brugère, passait à quelque chose de nouveau, qui est plutôt la protection des citoyens. Tout à fait. Et la deuxième, qui est moins visible, mais qui est aussi importante, c'est que je me rends compte que dans les critiques qui sont parfois faites à la justice, vous avez la critique en effet sur notre efficacité au niveau pénal, qu'il faut entendre et à laquelle il faudra répondre. Mais une deuxième aussi, c'est une crise de légitimité des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent une critique permanente et latente qui se traduit dans les sondages un peu rapides sur une crise de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens disent « mais moi, j'ai plus confiance dans la justice ». C'est dramatique d'entendre cette phrase. Donc, il faut travailler là-dessus. Et la confiance, c'est l'exemplarité. Et donc, je pense qu'il faut une grande réforme interne parce qu'on juge en externe comme on se juge en interne. On n'a pas le temps, mais vous reviendrez nous parler de l'impartialité. Exactement. Puisque le droit au juge, c'est très important. C'est le droit au juge impartial. Exactement. Et qui ne traduit pas son idéologie ou sa vision de la société majeur. Dans son jugement. C'est majeur. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est un pays très politique, très politisé et que, c'est vrai, on a une réputation qui, à mon avis, n'est pas usurpée d'une partie de la justice qui est très politisée. Donc, un grand merci à vous, Béatrice Brugère. Merci à Théo aussi d'avoir animé la technique avec beaucoup de talent et d'efficacité. Et j'espère, Béatrice Brugère, que je vous reverrai avec grand plaisir. Sur ce plateau. Avec grand plaisir. On a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. On a juste commencé. À bientôt. Merci beaucoup.